Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis donc devant vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui passionne, un sujet qui divise, en tout cas un sujet qui ne laisse pas indifférent, du mariage pour tous à la famille pour tous. Et je commencerai par une question en y répondant immédiatement. Peut-on réformer le droit de la famille? La réponse spontanée est évidemment oui. Évidemment oui, parce qu'il n'y a aucun pan du droit qui ne peut évoluer. Dans un régime libéral, le rôle du législateur est d'accompagner les évolutions sociales. La famille, comme bien d'autres institutions, n'est pas immuable, n'est pas figée, et un regard en arrière, on le verra, l'atteste. Cependant, particulièrement en cette matière, la prudence s'impose. Il ne faut pas trop tarder à réformer un droit qui ne correspond plus à l'état de la société, au risque d'encourir une révolution, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus agir précipitamment en s'alignant sur des points de vue qui sont trop minoritaires, au risque cette fois-ci de provoquer la réaction. Et la tâche n'est pas forcément évidente, surtout lorsque l'on touche à des matières qui concernent la conception que chacun se fait d'une institution comme la famille, si empreinte de convictions personnelles, de convictions intimes, morales, religieuses. Elle apparaît pour beaucoup, cette famille, particulièrement aujourd'hui en période de crise et de changement, comme, dit-on, la dernière valeur refuge. Dernière valeur refuge, et peut-être même le dernier symbole de stabilité de nos sociétés contemporaines. Pourtant, la famille n'a aujourd'hui jamais été aussi instable. N'a jamais été aussi instable qu'aujourd'hui, où il est facile de se séparer, il est facile de divorcer, il est facile de reconstruire une autre famille. Cette instabilité fait aussi partie de la vie de la famille d'aujourd'hui, et le droit a su prendre en compte, cette instabilité, pour encadrer non seulement les rapports au sein de la famille unie, mais aussi au sein de la famille désunie, de la famille décomposée, de la famille recomposée. Bref, la famille a évolué et le droit de la famille aussi. Dans cette introduction, je vais donc vous retracer brièvement l'évolution de la famille et ensuite l'évolution, les grandes réformes du droit de la famille. Évolution de la famille, d'abord, on constate deux tendances. La première, c'est un rétrécissement de la notion de famille, ou de la famille plus exactement. La seconde, c'est une diversité. Rétrécissement de la famille, d'abord, on est passé de la famille au sens large à la famille au sens étroit. Au sens large, la famille comprend toutes les personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance, sans limitation. Dans une acception plus étroite, la famille est limitée aux personnes vivant sous le même toit. C'est la famille des sociétés occidentales contemporaines, c'est la famille composée du couple et des enfants. Diversité de la famille, ensuite, c'est là le pluralisme qui domine. On distingue d'abord les familles en mariage et les familles hors mariage, mais pourrait-on dire, on les distingue de moins en moins. Ce que l'on appelait la famille légitime avant 2005, la famille fondée sur le mariage, est concurrencée par d'autres modes de vie en famille qui ont peu à peu acquis une reconnaissance sociale et juridique. Il s'agit des couples de concubins, de sexes différents ou de même sexe, des couples de concubins avec ou sans enfants, des couples pacsés. Et les différences entre les deux types de familles ont tendance à se gommer, qu'il s'agisse des rapports au sein du couple ou des relations entre les parents et les enfants. Ainsi, les règles encadrant les relations entre parents et enfants, qu'on appelle l'autorité parentale, sont aujourd'hui les mêmes pour l'enfant né en mariage et pour l'enfant né hors mariage. Les mêmes droits d'autorité parentale existent. Le même droit d'autorité parentale existe. Autre manifestation de la diversité, la famille peut être unie ou désunie.
que les parents eussent été un temps mariés ou non, les séparations sont en augmentation et un grand nombre d'enfants vivent aujourd'hui dans une famille désunie et le droit français contemporain s'attache au maintien des liens entre les enfants avec ses deux parents, les liens entre les enfants et ses deux parents, même si l'enfant vit quotidiennement au domicile d'un seul de ses parents. Par ailleurs, il arrive également, souvent qu'après séparation, des couples se forment, des couples se reforment, que les enfants soient élevés au sein d'un ensemble familial par un adulte qui n'est pas leur père ou leur mère, avec des demi-frères, avec des demi-sœurs, voire des enfants avec lesquels ils n'ont pas de lien de parenté. En France, 940 000 enfants vivent aujourd'hui avec un parent biologique et un beau-parent. A l'inverse, il existe des hommes ou des femmes qui ne, pourrait-on dire, entre guillemets, ne recomposent pas et élèvent seuls leurs enfants après la séparation, voire des couples qui n'ont jamais partagé de vie commune. L'enfant a toujours été élevé par un seul de ses parents. On parle de famille monoparentale. Et il arrive enfin que l'enfant ne soit juridiquement rattaché qu'à un seul de ses parents. Le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de l'un d'eux. Et on parle cette fois-ci de famille unilinéaire. A l'inverse, il existe des hommes, pardon, je me répète, lorsque, tout ça pour vous dire sur cette diversité de la famille, tout ça pour vous dire que lorsqu'une institution évolue, cela se traduit par des réformes, et lorsque la loi ne reflète plus l'état d'une société, il est nécessaire de l'adapter. L'évolution de la famille s'est accompagnée donc d'une évolution du droit de la famille, qui est le deuxième point, le deuxième temps de mon introduction. Évolution du droit de la famille. La réforme la plus récente en cette matière, je ne vous le cacherai pas, tout le monde en a entendu parler, c'est la loi du 17 mai 2013. Il y a aujourd'hui donc presque un an qu'a été adoptée non sans difficulté, non sans réaction, non sans manifestation, la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et par voie de conséquence le droit à l'adoption pour tous les couples mariés. Expression d'un choix politique, il s'agissait d'une promesse de campagne du candidat François Hollande, c'est bel et bien un bouleversement profond du droit dont il s'agit, du droit du mariage et aussi indirectement, on le verra, du droit de la parenté. Par la voie de l'adoption, deux personnes de même sexe pourront établir un lien de filiation, alors qu'auparavant, dans ces mêmes couples, les enfants n'étaient rattachés qu'à un seul parent biologique le plus souvent, ou adoptif beaucoup plus rarement. Une réforme majeure, oui, mais je dirais pas une révolution. Cette modification de la loi s'inscrit dans un mouvement plus large d'évolution du droit de la famille qui ne date pas du 17 mai 2013. D'une manière très schématique, je dirais que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la famille obéissait à un modèle patriarcal, hérité du droit romain, et fondé sur le pater familias, seul détenteur de l'autorité dans le groupement. La femme n'avait que des droits réduits, des droits très réduits, et la famille ne s'entendait que de celles qui étaient fondées par un mariage, et je le précise, mariage qui était forcément un mariage religieux, relevant donc ainsi pour les catholiques du droit que l'on appelle canonique et non pas du droit civil. La Révolution va profondément réformer le droit de la famille, le mariage devient civil, on parle de contrat qui peut être résilié par le divorce. La femme obtient certains droits à égalité avec son époux, les enfants légitimes et naturels obtiennent des droits identiques, le droit qu'on appelle le droit d'aînesse ou le privilège de primogéniture ainsi que le privilège de masculinité sont supprimés. Donc, tous les enfants sont à égalité, notamment en termes de succession. Le Code Napoléon, Code civil de 1804, va conserver certaines réformes de la Révolution. Toutefois, le mariage n'est plus défini comme un contrat, il n'est même d'ailleurs plus défini du tout. Pourquoi ? Parce que tout le monde savait ce que c'était que le mariage, on n'avait pas besoin de le définir, et c'était forcément l'union d'un homme et d'une femme.
Il apparaît plutôt donc ce mariage comme une institution, plutôt qu'un contrat, c'est une institution et une institution civile, pas une institution religieuse. Il n'y a pas de mariage consacré par le droit qui ne soit que religieux. Le mariage est consacré comme le socle unique de la famille, dont l'époux est le chef de famille. En d'autres termes, le Code civil de 1804 instaure un modèle familial légitime, construit autour du mariage et hiérarchique, dominé par la puissance du mari. N'oublions pas que les obligations des époux à l'époque du Code étaient sexuées. Le mari devait protection à son épouse et la femme devait obéissance à son mari. Il était possible de rompre le mariage par divorce uniquement pour faute, et encore pas pendant cette longue période de 1816 à 1884 où le mariage était redevenu indissoluble. Voilà, grosso modo, quelle était la situation du Code civil? Situation qui resta relativement stable, je dirais, jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est au cours des années 65-75 que l'on va voir le début des grandes réformes en droit de la famille, réformes visant à adapter les règles de droit aux évolutions de la famille en octroyant, alors les deux grandes directions, c'est plus d'égalité et plus de liberté au sein de la famille. On doit ces réformes à un grand professeur de droit privé, le doyen Carbonnier. Et si je les prends dans l'ordre chronologique, la réforme du mariage et des régimes matrimoniaux du 13 juillet 1965 eut pour effet d'établir l'égalité entre les époux dans la gestion de la famille. On rappellera encore que ce n'est que depuis 1938 que la femme mariée n'est plus frappée d'une incapacité générale au sens juridique du terme, qu'elle n'est plus sous la tutelle de son mari comme un mineur. Donc avant 1938, c'était la position de la femme mariée. Elle n'était pas capable d'accomplir seule les actes juridiques. Elle devait être représentée par son époux. En 1970, on mit fin à la puissance paternelle en instaurant l'autorité parentale, et le changement de mot a un sens. La loi instaure ainsi une égalité entre les parents dans les droits et devoirs envers les enfants. Puis la réforme de 1972 concernant la filiation consacre une égalité entre les enfants légitimes et les enfants naturels, c'est-à-dire les enfants nés en mariage et les enfants nés hors mariage. Surtout, l'enfant naturel simple fait désormais partie de la famille. Ce statut n'est plus réservé à l'enfant légitime. Plus d'égalité, mais aussi plus de liberté et plus de place octroyée à la volonté. C'est la dernière grande réforme du doyen Carbonnier, la réforme du divorce en 1975, qui instaura de nouvelles causes de divorce, notamment le divorce par consentement mutuel. Il est désormais possible, à condition de le vouloir à deux, de mettre fin au mariage. Le XXe siècle s'est achevé, je vous passe quelques réformes droit de la famille des années 80, mais je terminerai le XXe siècle avec la loi du 15 novembre 1999. Cette loi consacre une nouvelle forme d'organisation du couple qui est régie dans le Code civil, le PACS, ouverte à tous les couples, y compris aux couples de même sexe. Le début de notre siècle est tout aussi riche en matière de réformes, plus de protection pour le conjoint survivant avec la réforme des successions, une égalité désormais parfaite entre les enfants dans la succession de leurs parents avec la loi de 2001, une égalité et une liberté concernant l'attribution du nom de famille avec la loi du 4 mars 2002 et celle du 18 juin 2003. Désormais, les parents peuvent choisir le nom qu'ils donnent à leur enfant. Enfin, en tout cas, c'est une évolution dans la filiation, surtout dans la filiation légitime. Ce n'est pas forcément le nom du père. L'enfant n'aura pas forcément le nom du père. Les parents peuvent choisir. Vent de liberté et place accrue de la volonté dans la loi du 26 mai 2004, réformant encore une fois les causes de divorce, en privilégiant les modes de rupture amiables et la rapidité des procédures.
Enfin, égalité dans le mode d'établissement des filiations et suppression, dans ce mode d'établissement, entre filiation légitime et filiation naturelle par l'ordonnance du 4 juillet 2005. Alors, tout ça pour vous dire que oui, il est possible de réformer le droit de la famille. Pour revenir plus exactement au sujet de cette conférence, c'est en premier lieu du mariage pour tous dont il sera question. Reconnaissons-le, ce n'est pas cette question qui pose le plus de problèmes, ni qui suscite les débats les plus vifs. Cette loi, elle devait s'accompagner d'une réforme plus large du droit de la famille, et donc elle est amenée à se poursuivre, cette évolution du droit de la famille, vers la reconnaissance de la pluralité des modèles familiaux. Donc, du mariage pour tous à la famille pour tous, du mariage pour tous, oui, à la famille pour tous, et là je dirais, pour l'instant, point d'interrogation. En effet, les progrès de la médecine procréative et de la biologie ont considérablement accéléré le mouvement en faveur de ce qui apparaît comme le choix d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Il en ressort une promotion des filiations que l'on dit électives, filiations choisies, par PMA avec tiers donneur ou par adoption, voire les deux, aux côtés des filiations biologiques et parfois donc concurremment avec elles. L'enfant n'est plus forcément conçu par ses parents, l'enfant n'est pas non plus forcément élevé par ses parents. C'est plus largement le rôle du tiers dans la filiation qu'il y a lieu ici de considérer. Le tiers géniteur dans la conception, lorsqu'il y a procréation médicalement assistée avec tiers donneur, mais aussi le tiers étranger à la conception qui, sans se substituer au père ou à la mère, prendra une place dans l'éducation quotidienne de l'enfant au titre de beau-père ou de belle-mère. Ce sont bien ces nouvelles transformations du droit de la famille autour de l'enfant et de la filiation qui suscitent donc le plus d'interrogations et qui n'ont pas encore été réformées. Si l'on peut dire, la réforme de 2013 parachève les métamorphoses de la conjugalité en reconnaissant pleinement la diversité des couples. C'est ce que l'on verra dans un premier temps. Mais cette même loi laisse en suspens un certain nombre de questions relatives à la diversité de la famille. C'est ce que l'on abordera dans un second temps. La diversité des couples, d'abord, l'achèvement donc par la réforme de 2013 de la métamorphose de la conjugalité. Pourquoi ouvrir le mariage aux personnes de même sexe? Nous partirons d'un constat, celui de l'évolution du couple et de la notion même de mariage. Nous envisagerons ensuite, de manière peut-être un peu plus technique, les différentes modifications que le code civil a dû subir pour permettre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Premier temps, la justification de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Là encore, un retour en arrière s'impose. À l'époque du Code civil, le droit ne reconnaissait que le couple marié en accordant des droits et des devoirs à ce seul couple. Napoléon Bonaparte disait « Les concubins se passent de la loi se désintéresse d'eux ». Ceci explique l'indifférence du Code civil de 1804 à l'égard du concubinage, laquelle s'est poursuivie pendant tout le XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Le droit accorde certains effets juridiques au concubinage. Je pense à la possibilité de bénéficier de la qualité d'assuré social ou à la transmission du bail d'habitation au concubin en cas de décès. Et le concubinage est désormais défini par la loi de 1999. Il est défini, le concubinage, à l'article 515-8 du Code civil, qui énonce que le concubinage est une union caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en couple.
La loi le précise parce que ce n'était pas la position de la Cour de cassation en 1997, 2 ans avant l'adoption de la loi sur le PACS, puisque la Cour de cassation, dans un arrêt de 1997, définissait le mariage comme la relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme. À côté du concubinage, la loi de 1999 a entendu reconnaître des droits aux couples de concubins qui ne désirent pas ou ne peuvent pas, pour les couples homosexuels, se marier. Plus précisément, le PACS est une convention entre 2 personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune. C'est l'article 515.1 qui définit le PACS. Le PACS, c'est le pacte civil de solidarité. On connaît les raisons qui étaient derrière cette évolution, bien que le PACS ne soit pas réservé aux couples de même sexe et que l'institution ait convaincu beaucoup de partenaires concubins hétérosexuels qui souhaitaient un statut moins rigide que le mariage. L'adoption de cette institution prenait des allures de compromis eu égard aux couples homosexuels. Leur reconnaître le droit de donner un cadre juridique à leur couple, à leur relation de couple, sans pour autant leur permettre d'accéder au mariage. Aujourd'hui, comme dans de nombreux pays européens, un pas a été franchi. Il est reconnu aux couples homosexuels le droit d'organiser ou de ne pas organiser sa vie commune, comme tous les couples, y compris en choisissant de se marier. Et le Conseil constitutionnel, par une décision du 17 mai 2013, a jugé cette loi constitutionnelle. Le législateur, dit le Conseil constitutionnel, est libre d'estimer que les différences entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifient plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage. Comment une telle évolution a pu se réaliser? C'est peut-être en regardant l'évolution de la raison d'être du mariage que l'on trouve certaines réponses. Pendant longtemps, ce qui était au cœur du mariage, ce n'était pas le couple, mais la présomption de paternité. C'était ce que disait d'ailleurs le doyen Carbonnier, quand il définissait le mariage. Le mariage servait à donner un père aux enfants que la femme mettait au monde. La présomption de paternité de l'article 312 du Code civil, que l'on résume avec cet adage latin, pater ist quam nuptiae demonstrant, le père est celui que les noces désignent, était pratiquement irréfragable. Surtout, l'action en recherche de paternité était interdite. L'enfant né hors mariage et la femme qui accouchait d'un enfant hors mariage ne pouvaient intenter une action en recherche de paternité contre le prétendu père. Donc non seulement l'enfant était considéré comme un bâtard, et les filles-mères étaient déconsidérées, mais encore le père géniteur échappait à toute responsabilité. Donc, vraiment un statut protecteur de la femme et de la mère avec le mariage et pas de protection du tout en dehors du mariage. Aujourd'hui, la présomption de paternité, même si elle reste le mode d'établissement de la filiation paternelle par excellence au sein du couple marié, a perdu de sa force et ne peut plus servir de justification au mariage. Elle demeure, la présomption de paternité, mais elle peut être écartée par la mère, qui n'indiquera pas sur le registre d'état civil le nom du mari, ou par le mari qui pourra contester cette présomption à condition de prouver que l'enfant n'est pas de ses œuvres. Par conséquent, cela fait dire à certains que le mariage a cessé d'être ce qui lie un homme aux enfants qu'une femme met au monde et qu'il est devenu fondamentalement une institution du lien du couple. Irène Théry s'exprime ainsi en reprenant la formule du doyen Carbonnier mais à l'envers. Ce qui est au cœur du mariage, ce n'est plus la présomption de paternité, c'est le couple. Le mariage est le statut le plus avancé, le plus protecteur du couple. Il exige des conditions de fond et de forme pour être valide.
Une fois célébré, il produit des effets patrimoniaux, solidarité aux dettes ménagères, contribution aux charges du ménage, du mariage, mais aussi protection du conjoint survivant en cas de décès de l'ex-conjoint ou en cas de divorce. Il produit des effets extra-patrimoniaux, obligations de fidélité, obligations de secours, obligations d'assistance. On voit là que les obligations ne sont plus aujourd'hui sexuées comme à l'époque du Code Napoléon. Ils seront uniquement par jugement, encore aujourd'hui, même s'il est peut-être question de confier au greffier la possibilité de prononcer le divorce par consentement mutuel. En tout cas, cette position n'est pas encore, cette solution n'est pas encore en vigueur, mais il en est question. Bon, je reprends ce que je disais. Pour l'instant encore, le mariage seront par un jugement et pour les causes de divorce que la loi reconnaît. Il est le seul à protéger l'époux en cas de divorce et aussi en cas de décès, puisqu'il donne des droits au conjoint survivant. Si le mariage est le mode le plus protecteur et le plus stable de l'organisation de la vie de couple, et que le couple s'entend aujourd'hui comme celui de deux personnes de sexes différents ou de même sexe, les couples homosexuels ont revendiqué le droit de pouvoir eux aussi bénéficier de ce statut stable et protecteur. C'est cette nouvelle conception du mariage qui permet de justifier son ouverture aux couples de même sexe. L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe implique désormais trois modes de conjugalité, implique désormais que trois modes de conjugalité sont possibles pour toutes les personnes, pour tous les individus, quelle que soit leur orientation sexuelle, 3 degrés d'engagement plus ou moins forts, 3 statuts comportant plus ou moins de droits et d'obligations en fonction de la force de cet engagement. L'engagement le plus fort, c'est le mariage. L'engagement le moins fort, même l'absence d'engagement, c'est le concubinage. Et entre les deux, il y a le pax. Voilà donc l'évolution qui permet d'expliquer qu'aujourd'hui, tous les couples peuvent choisir un mode de conjugalité. Quelles sont les modifications qui ont été apportées au texte du Code civil? Modifications qui concernent directement le mariage, on va les envisager ensemble. Tout compte fait, les modifications du Code civil qui permettent d'ouvrir le mariage aux personnes de même sexe sont minimes. La modification fondamentale, c'est la création de l'article 143 qui dispose que le mariage est consacré par deux personnes de sexe différent, est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. On voit bien ici que, contrairement aux craintes entendues, il ne s'agit pas de supprimer la différence de sexe dans le mariage. On rajoute une possibilité pour les couples homosexuels, la possibilité de se marier. Modification également de l'article 144 du Code civil, le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolus, c'est le nouvel article 144, anciennement, et c'est d'ailleurs le fondement textuel qui faisait dire que le mariage était forcément l'union d'un homme et d'une femme, puisque l'ancien article 144 disposait que l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus. Modification concernant la célébration du mariage, en modifiant l'article 75 du Code civil, l'officier d'état civil recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux et non plus pour mari et femme. Modification concernant les empêchements à mariage, la prohibition de l'inceste, ces empêchements à mariage sont maintenus. Encore une fois, il s'agit d'ajouter des empêchements à mariage et non pas de procéder à une indifférenciation des sexes. Ceux relatifs aux ascendants, aux descendants et aux alliés dans la même ligne étaient déjà formulés sans référence au sexe des intéressés, donc l'article 161 reste identique, mais non ceux entre collatéraux. L'interdiction du mariage entre frères et sœurs était sexuée. Les articles 162 et 163 visent aujourd'hui aussi à prohiber le mariage entre frères entre eux,
des sœurs entre elles, de l'oncle et du neveu, de même que celui de la tante et de la nièce. Modification aussi concernant les actes de l'état civil et le livret de famille, c'était une question qui a été réglée par décret et par circulaire. Sur l'acte de mariage, les intitulés de mentions indiquant époux et épouse ont été remplacés par des cases blanches qui devront être remplies par l'officier de l'état civil en fonction du sexe des époux. Là encore, pas question d'indifférenciation des sexes, pas question de voir sur l'acte de mariage ou sur le livret de famille, comme cela a été craint par les opposants, époux 1 ou époux 2, non. S'il s'agit d'un homme et d'une femme, ce sera écrit époux et épouse. S'il s'agit de deux femmes, ce sera écrit épouse et épouse. Et s'il s'agit de deux hommes, époux et époux. Pour les livrets de famille nouvelle génération, la même préconisation de la case blanche prévaut, laissant l'officier d'état civil remplir une fois époux ou père, une fois épouse ou mère, ou en cas d'adoption d'un enfant par un couple homosexuel marié, le livret mentionnera 2 fois épouse ou mère, ou 2 fois époux ou père. Là encore, on ne parle pas de parent 1 ou parent 2, on reste père ou mère. Modification concernant le nom des époux. Alors, jusqu'à présent, ça ne concerne pas forcément d'ailleurs le mariage pour les couples de même sexe, mais ça concerne le mariage pour tous. Jusqu'à présent, la règle relative au droit d'usage du nom du conjoint était de nature coutumière, et cette coutume était clairement sexuée et inégalitaire, puisqu'elle permettait à la femme de porter à titre d'usage le nom de son mari par substitution ou adjonction à son nom de naissance, alors que le mari n'avait que le droit d'adjoindre le nom de sa femme au sien. Désormais, un nouvel article 225-1 du Code civil prévoit que chacun des époux peut porter à titre d'usage le nom de l'autre époux par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. Autre modification du Code civil, c'est la réaffirmation du caractère civil et laïque du mariage. La nouvelle version de l'article 165 a pour dessein de renforcer cette dissociation du civil et du religieux en affirmant que la célébration du mariage est une cérémonie républicaine. Disposition relative enfin au mariage de personnes de même sexe et de nationalités différentes. Il est prévu une nouvelle règle de conflit qui consiste à écarter la loi personnelle quand elle ne permet pas le mariage entre personnes de même sexe. C'est prévu à l'article 202-1 du Code civil. Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies pour chacun des époux par sa loi personnelle. Toutefois, et c'est là que c'est important, 2 personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. En effet, en l'état du droit, les conditions de fond de validité du mariage s'apprécient en fonction de la loi personnelle de chacun des époux. Et cette nouvelle disposition du Code civil permet de garantir aux Français la possibilité de se marier avec un ressortissant étranger de même sexe ou à 2 ressortissants étrangers de se marier en France, quand bien même la loi personnelle du ou des futurs conjoints étrangers ne reconnaîtrait pas la validité d'une telle union. Voilà donc en cette fin de première partie, ce qui concerne les métamorphoses de la conjugalité et l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. En conclusion de cette partie, ce que l'on peut dire en reprenant plus ou moins les termes du rapport Terry, dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est qu'une véritable métamorphose de la conjugalité a été mise en œuvre. Notre société a substitué au modèle du mariage traditionnel, par hypothèse hétérosexuel, procréatif, fondé sur la hiérarchie entre les hommes et les femmes et idéalement indissoluble, un nouveau droit du couple, égalitaire, commun et pluraliste.
Mariés, pacsés et concubins, de sexes différents et de même sexe, cohabitent désormais au sein du droit civil de la famille. L'institution en 2013 du mariage des couples de personnes de même sexe a parachevé cette grande mutation. Les bases d'un nouveau régime du couple au XXIe siècle sont désormais posées. Et on ne peut pas en dire autant pour le reste du droit de la famille. Le droit n'a pas complètement tiré toutes les conséquences de la diversité de la famille contemporaine. Et c'est de cette question que l'on va, c'est cette question que l'on va maintenant aborder. La diversité de la famille dans l'attente d'une évolution du droit. Dans un premier temps, on verra comment la loi de 2013 a indirectement impacté la filiation à l'intérieur des couples de même sexe. Et dans un second temps, on s'interrogera sur les perspectives plus larges de réforme du droit de la famille, afin que le droit prenne pleinement en compte la diversité des modèles familiaux contemporains. Conséquence indirecte de la loi qui a instauré le mariage pour les couples de même sexe, quant à l'établissement de la filiation. Alors, comment la filiation peut-elle s'établir ? D'abord, il n'y a pas d'établissement automatique de la filiation par présomption de paternité, par reconnaissance ou par possession d'État. La loi a inséré un article 6.1 au Code civil, au titre des dispositions générales de ce Code civil et au titre des dispositions d'interprétation des règles de droit. Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par la loi, à l'exclusion de ceux prévus au titre 7 du livre 1er du présent Code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, à l'exception de ceux, c'est peut-être ça qui est important. En d'autres termes, les dispositions relatives à la filiation par rapport charnel restent adossées à la différence de sexe, si bien que les couples de même sexe ne peuvent pas invoquer la présomption de paternité, ne peuvent pas invoquer la reconnaissance de l'enfant de l'autre, ni la possession d'État. Si la mère est celle qui accouche, nous dit le droit, le père est présumé être, dans les couples mariés, le mari de la mère de l'enfant conçu pendant le mariage. On vient de le voir, c'est l'article 312 de la présomption de paternité. Cette présomption n'a aucun sens en présence de couples mariés de même sexe, parce que le mari du père ou l'épouse de la mère, si on pouvait envisager une présomption de maternité, n'est jamais le géniteur de l'enfant, alors que dans les couples hétérosexuels, le mari de la mère est le plus souvent le géniteur de l'enfant. Concernant la reconnaissance, pareillement, elle repose sur le fait biologique que celui qui reconnaît un enfant déclare en être le parent, déclare que c'est son enfant. Pareillement, dans un couple de même sexe, on ne peut pas déclarer être la seconde mère de l'enfant de son épouse ou de l'enfant de sa concubine. Et il serait ici facile de contester le caractère mensonger de la reconnaissance. Et concernant la possession d'État, qui est le fait de se comporter comme le père ou la mère et d'être considéré comme tel, c'est-à-dire d'être considéré par la société comme le père ou la mère, eh bien, serait également difficilement défendable. Tout ça pour vous dire que les modes traditionnels d'établissement de la filiation dans les couples hétérosexuels ne sont pas transposables aux couples de même sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoption est le seul moyen de créer un lien de filiation entre un enfant et les deux membres d'un couple de même sexe, et cette adoption engendre les mêmes effets, quelle que soit la nature du couple marié. Seule possibilité donc de créer un lien de filiation pour les couples de même sexe, c'est par l'adoption. L'article 1er de la loi du 17 mai 2013, qui permet désormais le mariage entre personnes de même sexe, ouvre par une sorte d'effet réflexe l'adoption à ces couples. Le mariage devenant accessible, les obstacles tombent, si bien que l'adoption par un couple de même sexe d'un enfant étranger au couple, comme l'adoption au sein du couple de l'enfant de l'autre, devient possible.
En pratique, c'est surtout, j'ai peut-être oublié de vous préciser que l'adoption en droit français n'est possible que pour les célibataires ou pour les couples mariés. Elle n'est pas possible pour les couples de concubins, elle n'est pas possible pour les couples pacsés. En pratique, c'est surtout l'adoption de l'enfant du conjoint qui sera la plus sollicitée par les couples de même sexe pour deux raisons. Première raison, le faible nombre de pupilles de l'État adoptables en France, et deuxième raison, la réticence de nombreux États étrangers à confier un enfant à un couple de même sexe. L'adoption de l'enfant du conjoint est déjà demandée par des couples de femmes, puisque la procréation d'un enfant est plus aisée dans les couples de femmes que dans les couples d'hommes, qui doivent avoir recours à la gestation pour autrui, qui est un procédé illicite en France. Mais pour un couple de femmes, la naissance d'un enfant suppose soit une entorse aux obligations du mariage, un adultère, sauf si l'enfant est né d'une union précédente de la femme et d'une personne qui n'aurait pas reconnu l'enfant, soit par le recours à l'étranger, je dis bien à l'étranger, et on le verra pourquoi dans quelques instants, à une assistance médicale à la procréation qui, pour l'heure, reste interdite en France. Hors AMP, si le géniteur a établi un lien de filiation, donc si l'enfant a été conçu par un homme et par une femme, et si le géniteur a établi un lien de filiation, la seule possibilité pour l'épouse de la mère restera l'adoption simple, qui viendra donc s'ajouter à la filiation par le sang des deux parents de l'enfant. Le Conseil constitutionnel a été saisi sur le point de savoir si l'adoption par un couple de même sexe était conforme à la Constitution, et il donne plusieurs arguments pour écarter l'inconstitutionnalité. Le premier argument, c'est qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose ni que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé, ni que les liens de parenté établis par filiation adoptive imitent ceux de la filiation biologique. Le Conseil constitutionnel rejette également l'idée que le caractère bilinéaire de la filiation fondée sur l'altérité sexuelle, ainsi que le droit de tout enfant de voir sa filiation concurremment établie à l'égard d'un père et d'une mère, puissent constituer des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Enfin, le Conseil constitutionnel donne valeur de droit fondamental à la conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant, et cette constitutionnalisation justifie l'affirmation du Conseil constitutionnel selon lequel les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître au couple de personnes de même sexe un droit à l'enfant. Donc, voilà pour la possibilité d'établir un lien de filiation par l'adoption pour les couples de personnes de même sexe. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas d'établissement de la filiation possible par le recours à la procréation médicalement assistée en France. Alors, quel est l'état de la loi en ce qui concerne ce que l'on appelle la PMA, procréation médicalement assistée ? Les conditions de l'acte de procréation médicalement assistée sont dans le Code de la santé publique. On considère que c'est un acte de soin. Article L 2141-2 du Code de la santé publique. Alors, dans cette disposition, parce que l'assistance médicale à la procréation est considérée comme un acte de soin, la loi prévoit qu'elle a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple dont le caractère pathologique doit être médicalement diagnostiqué. Très logiquement,
Comme il n'est pas pathologique que deux femmes ensemble ne peuvent pas procréer, l'assistance médicale à la procréation est fermée aux couples de femmes. D'ailleurs, ce même article prévoit plus loin que l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, peu importe qu'ils soient mariés ou non. Donc la procréation médicalement assistée en France est ouverte uniquement aux personnes de sexe différent, peu importe qu'elles soient mariées ou pas. Comment s'établit la filiation à la suite d'une naissance par procréation médicalement assistée? Alors, cette fois-ci, l'établissement de la filiation à la suite d'une PMA, eh bien, les dispositions sont dans le Code civil. Le législateur assimile la filiation de l'enfant né par procréation médicale à celle par nature, même lorsqu'elle fait intervenir un tiers donneur, que ce soit par don de sperme, par don d'ovocytes ou par don d'embryon. Ce faisant, tout se déroule comme si l'enfant avait été conçu naturellement par le couple et la PMA se trouve en quelque sorte, en tout cas dans l'établissement du lien de filiation, se trouve dissimulée. Les demandeurs à la PMA deviennent les parents de l'enfant par un engagement préalable. Le consentement à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur doit être donné dans des conditions garantissant le secret au juge ou au notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Article 311-20 du Code civil. Lorsque le couple est marié, les règles relatives à l'établissement de la filiation s'appliquent comme s'il n'existait aucune procréation médicalement assistée. La mère est celle qui est désignée dans l'acte de naissance, c'est celle qui a accouché de l'enfant, et le père, par le jeu de la présomption de paternité, est le mari de la mère. Concernant le père qui n'est pas marié et qui ne bénéficie pas de la présomption de paternité, l'article 311-20 du Code civil impose une obligation d'établir la filiation, une obligation qui pèse sur ce père, d'établir la filiation, en prévoyant que celui-ci, après avoir consenti à l'assistance médicale, en prévoyant que celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. Par ailleurs, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Article 311-19. Aucune action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation ne peut non plus être exercée. L'anonymat du donneur est ainsi préservé. C'est là l'établissement de la filiation lors d'un recours à la PMA pour les couples, lorsque c'est autorisé en France, donc pour les couples de sexes différents. Que dire de l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes? Eh bien, je vous l'ai dit, le Code de la santé publique n'ayant pas été modifié, l'assistance médicale à la procréation est fermée aux couples de femmes. Toutefois, parce que désormais l'épouse peut adopter l'enfant de son épouse, un lien de filiation est envisageable et des demandes ont été faites en ce sens par des femmes récemment mariées dont l'une d'elles avait donné naissance à un enfant en réalisant à l'étranger, le plus souvent en Espagne ou en Belgique, une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Et ce que l'on pourrait dire sur cette question, c'est qu'il me semble qu'on est ici au cœur de l'hypocrisie du droit français. Au cœur de l'hypocrisie du droit français qui, grosso modo, dit « Vous, couple de femmes, vous ne pouvez pas avoir recours à l'AMP en France. En revanche, si un enfant est né de cette procédure à l'étranger, la loi de 2013, est née de cette procédure, est née en France, mais de cette procédure qui a été initiée à l'étranger, la loi de 2013 permet à l'épouse de la mère de demander l'adoption. D'ailleurs,
En 2013, une vingtaine d'adoptions a été prononcée par des juridictions, une vingtaine d'adoptions donc de la nouvelle épouse de la mère qui a procédé à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur à l'étranger. Donc une vingtaine d'adoptions a été prononcée, mais dans le silence du législateur, eh bien, des difficultés d'interprétation n'ont pas manqué d'être soulevées et cet établissement de la filiation adoptive de l'enfant par l'épouse de la mère, que l'on croyait automatique, a été refusé récemment à des couples de femmes. C'est une décision du TGI de Versailles, dont on a beaucoup entendu parler. TGI de Versailles, décision du 29 avril dernier, le TGI de Versailles a refusé l'adoption par l'épouse de la mère d'un enfant né par PMA en Belgique, au motif que, je cite le jugement, le procédé qui consiste à bénéficier à l'étranger d'une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l'adoption de l'enfant, conçu conformément à la loi étrangère, mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci, une fraude à la loi française, et interdit donc l'adoption de l'enfant illégalement conçu. Donc, on a récemment refusé à deux femmes, enfin, à une femme qui demandait l'adoption de l'enfant de son épouse, on a refusé cette adoption. Parce que les juges conservent une certaine marge d'appréciation pour prononcer l'adoption, le silence du législateur fait qu'en pratique, suivant la juridiction saisie, la demande d'adoption pourra être refusée ou pourra être acceptée. On remarquera toutefois avec d'autres que la sanction de ces prétendues fraudes à la loi, on pourrait éventuellement discuter le point de savoir si effectivement il y a fraude à la loi française ou pas. On abordera peut-être dans le débat si cela vous intéresse. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que la sanction de ces prétendues fraudes pourrait s'avérer dans une large mesure impraticable. Pourquoi ? Parce que si la mère ou l'épouse ne le dit pas, comment savoir de quelle manière un enfant a été conçu ? Comme l'affirme Anne-Marie Leroyer, faut-il faire entrer l'État dans les chambres à coucher des mères pour vérifier que le mode de procréation est bien de ceux permis par le droit français ? Où l'on voit que la réforme est ici inaboutie et qu'il faudra un jour ou l'autre se prononcer sur la question de l'assistance médicale à la procréation. Alors, sur cette diversité de la famille, on terminera la conférence par les perspectives de réforme. Les perspectives de réforme, c'est un peu la question qui fâche. Le gouvernement entendait procéder par étapes. D'abord réformer le mariage, ce qui est chose faite avec la loi de 2013, on l'a vu. Ensuite, réformer la famille et la filiation. Pour cette seconde réforme, la ministre déléguée à la famille de l'ancien gouvernement Ayrault, Dominique Bertinotti, avait commandé un rapport supervisé par l'universitaire sociologue Irène Théry. Elle s'entoura d'un groupe de travail composé notamment de sociologues, je vais y arriver, de juristes, d'anthropologues, de médecins, de psychanalystes, d'historiens. Et elle remit un rapport de 350 pages intitulé « Filiation, origine, parentalité ». Elle remit ce rapport en février 2014 au ministre, mais qui n'a choisi, ce rapport a été remis en février 2014 au ministre, mais il n'a été dévoilé que dernièrement, je crois, au cours du mois dernier. À la demande de la sociologue, la demande d'Irène Théry. Il n'a peut-être pas été jugé opportun de faire état de ce rapport, peut-être en pleine campagne d'élection municipale, je ne sais pas si
Bon, bref. En tout cas, ce rapport a été caché, a été dévoilé le mois dernier. Ce rapport devait servir de base de travail pour l'élaboration d'un projet de loi sur la famille, qui est reporté sine die. Il n'y a plus aujourd'hui de ministre délégué à la famille, mais un secrétaire d'État qui est Laurence Rossignol. Et a priori, la réforme du droit de la famille ne fait pas partie des priorités du gouvernement. La mission qui était confiée donc, aux personnes qui ont rédigé ce rapport comportait 2 objets. Le premier, c'était l'accès aux origines et la place familiale des beaux-parents. Le second était une réflexion un peu plus poussée, et c'était de proposer un débat public et politique sur une réflexion prospective sur la filiation en général. Sur le premier volet, les auteurs du rapport expliquent en quoi ces 2 questions, le statut du beau-parent et l'accès aux origines, sont liées. Sur l'accès aux origines sont concernés les enfants nés sous X, adoptés ou pupilles, et également les enfants nés d'engendrement avec tiers donneur dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Ces 2 situations impliquent des personnes, appelées donneurs d'engendrement, qui ont joué un rôle dans le passé autour de la conception ou de la naissance de l'enfant, mais qui ne sont plus présentes dans sa vie, voire qui n'y ont jamais été. Sur le statut du beau-parent, les auteurs soulignent que, au contraire, les beaux-parents qui vivent aujourd'hui dans les familles recomposées sont des personnes qui n'ont pas été partie prenante dans la naissance de l'enfant, qui n'étaient pas dans sa vie au départ, mais qui ensuite ont rencontré un de ses parents, veufs, séparés ou divorcés, ont décidé de partager sa vie et assument de fait des responsabilités de soins, d'éducation et de prise en charge de cet enfant au quotidien. Et donc le point commun est que ces tiers qui ont permis la conception et la naissance, ou tiers qui éduquent l'enfant, qui participent à l'éducation de l'enfant, et ces tiers sont maintenus à l'écart de la famille. Soit qu'il n'ait pas de reconnaissance sociale, les beaux-parents, soit que leur identité soit devenue inaccessible, les parents de naissance, soit qu'elle ait été volontairement effacée pour faire comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est l'hypothèse des mères nées, qui ont donné naissance sous X, ou encore des donneurs de gamètes et d'embryons. Alors, que propose le rapport en ce qui concerne l'accès aux origines d'abord? Le rapport propose un accès aux origines des enfants nés d'engendrement avec tiers donneur dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Ce serait la fin de l'anonymat des donneurs de gamètes, en tout cas pas dès la naissance, mais les enfants devraient avoir accès à leur origine, s'ils le veulent, à leur majorité. Autre proposition, toujours sur l'accès aux origines, c'est l'accès aux origines pour les enfants nés sous X. Ce serait l'instauration d'un véritable droit d'accès aux origines à partir de l'âge de la majorité, étant bien précisé qu'un droit à la communication de l'identité n'est pas un droit à la rencontre de la mère qui a accouché sous X. Aujourd'hui, ce droit d'accès, on pourrait dire qu'il est possible depuis une loi de 2002 si la mère ne s'y est pas opposée. Ce n'est pas possible si la mère s'y est opposée. Proposition sur le statut des beaux-parents. Eh bien, le rapport vise à instaurer un ensemble de mesures permettant de soutenir cette place par la possibilité de recourir à ce qui est appelé dans le rapport un mandat d'éducation quotidienne, sans toucher évidemment, il ne s'agit pas de donner les prérogatives de l'autorité parentale aux beaux-parents, au beau-père ou à la belle-mère,
mais simplement donc de lui permettre de conclure un mandat d'éducation quotidienne sans toucher donc aux prérogatives de l'autorité parentale qui doivent appartenir aux parents, mais qui permettraient donc à ce beau-parent de pouvoir faire plus de choses dans la vie quotidienne de l'enfant qui vit avec lui. Et puis aussi, sur le statut des beaux-parents, le rapport préconise la possibilité de léguer des biens à son bel enfant avec la même fiscalité que pour un enfant, puisque le beau-père ou la belle-mère est considéré comme un tiers, eh bien, il est taxé en droit des libéralités des successions de manière très forte, si mes souvenirs sont bons, à 60%. Sur l'autre volet, qui était une réflexion sur l'adoption, que dit le rapport, une réflexion sur la filiation en général, plus exactement. Le rapport propose une réforme de la filiation par adoption, mais aussi un établissement de la filiation par procréation médicalement assistée, qui soit différent de l'établissement de la filiation charnelle. Le rapport vise à reconnaître une autonomie par rapport à la filiation charnelle de ces deux autres modes d'établissement de la filiation. On relève en revanche aucun consensus dans le rapport sur la gestation pour autrui, si ce n'est de pouvoir établir une filiation à l'égard des enfants nés à l'étranger par ce processus. Mais en tout cas, la possibilité de conclure une convention de mère porteuse en France, il n'y a pas de consensus au sein des membres de cette commission de réflexion. Proposition phare, donc, en ce qui concerne la filiation, proposition phare sur l'adoption, quelle est-elle? C'est proposition de rendre possible l'adoption à tous les couples, mariés, pacsés ou concubins. Alors que, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, en état du droit positif, l'adoption n'est possible que, l'adoption conjointe, l'adoption des deux, n'est possible par les deux, n'est possible que par les couples mariés. Maintenir, autre proposition concernant l'adoption, c'est la proposition de maintenir les deux voies d'adoption, l'adoption plénière, qui consiste à créer un nouveau mode de filiation distincte et d'effacer la filiation d'origine, et l'adoption simple, qui n'est le fait que, la possibilité que de rajouter un lien de filiation à la filiation qui existe déjà. Donc maintenir ces deux formes de filiation, adoption simple, ces deux formes d'adoption, adoption simple, adoption plénière, mais reconnaître à cette filiation sa spécificité par rapport à la naissance par procréation naturelle. Et puis, autre proposition, en ce qui concerne l'adoption, c'est redéfinir l'adoption par le conjoint. Proposition du rapport également, en ce qui concerne l'établissement de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée. Donc là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour la procréation médicalement assistée, s'il s'agit d'une procréation médicalement assistée autorisée en France entre un couple composé d'un homme et d'une femme, on fait comme s'il s'agissait d'une filiation charnelle, naturelle, comme si les deux parents étaient les géniteurs de l'enfant. Ce que propose le rapport, c'est donner une autonomie à l'établissement de la filiation à la suite d'une PMA et arrêter de faire comme si l'engendrement avec tiers donneur en AMP est assimilable à une procréation charnelle pour les couples de sexes différents ou assimilable à une adoption pour les couples de femmes. Et pour ce faire, le rapport préconise l'institution d'une modalité sui generis d'établissement de la filiation, c'est la déclaration commune anticipée de filiation. Donc, ce serait un autre mode d'établissement de la filiation. Pour résumer, à côté du mode d'établissement classique en matière de filiation biologique, charnelle, existerait la filiation adoptive, l'établissement de la filiation par adoption, et une troisième modalité qui serait donc l'engendrement avec tiers donneur, l'établissement de la filiation par engendrement avec tiers donneur.
et reconnaître une autonomie à cette forme d'établissement de la filiation. Et à partir du moment où l'établissement de la filiation à la suite d'une PMA est uniformisé et autonome, il n'y a plus non plus de difficulté pour que cette même déclaration puisse être faite par deux femmes ou par deux personnes de sexes différents qui ne pourront nier que l'enfant est né de leur union. Donc voilà, je vous ai parlé de ce projet de réforme, enfin non pas du tout de ce projet de réforme d'ailleurs, de ce rapport qui avait été commandé par la ministre de la Famille. Je vous l'ai dit, on n'a pas de projet de loi, mais à défaut de projet de loi c'est lorsque c'est le gouvernement qui propose une loi, qui propose au Parlement d'adopter la loi. À défaut donc de projet de loi, on a une proposition de loi. Proposition de loi, c'est cette fois-ci quand des parlementaires proposent l'adoption d'une loi. Donc, des députés socialistes et écologistes ont pris l'initiative d'une proposition de loi examinée mardi dernier en commission, avant la séance publique qui se déroulera le 19 et le 20 mai prochain au Parlement. Cette proposition de loi porte sur... Alors, le sujet est réduit par rapport au rapport qui a été commandé. Cette proposition de loi porte sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant. Elle doit être suivie d'une deuxième proposition de loi au Sénat relative à l'adoption, a indiqué la députée PS Marianne Chapdelaine, rapporteure du texte. La filiation et l'accès aux origines des enfants nés sous X, conçus par PMA avec don de gamètes ou adoptés, qui devaient être réformés dans le projet de loi, eh bien, sur ces questions, il faudra attendre, elles seront abordées plus tard. Donc cette proposition de loi, la seule proposition de loi que l'on a aujourd'hui, évite les sujets fâcheux ou sensibles et se concentre sur 4 sujets nettement moins conflictuels. Alors, le premier point de cette proposition de loi, c'est le renforcement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale pour qu'après un divorce ou une séparation, les deux parents puissent pleinement participer à l'éducation de l'enfant. Donc c'est un renforcement de l'exercice conjoint pour que celui qui, dit-on, n'a pas la garde de l'enfant, enfin plus exactement, celui chez qui l'enfant ne réside pas, puisse participer pleinement à l'éducation de l'enfant et puisse exercer concrètement, effectivement, ses prérogatives de l'autorité parentale. Ça, c'est le premier point. Le second point, le second volet, c'est la reconnaissance, on en parlait dans le rapport Terry, c'est la reconnaissance du rôle des tiers auprès des enfants dans les familles recomposées. On a parlé improprement d'un statut des beaux-parents. La proposition de loi se contente d'instaurer ce fameux mandat d'éducation quotidienne, qui permettrait donc aux beaux-parents d'accomplir avec l'accord des parents biologiques des actes de la vie quotidienne sans autorisation spécifique. On pense par exemple à aller chercher un enfant à l'école, aller chercher un enfant chez le médecin. Encore une fois, il ne s'agit pas de se substituer à l'autre parent quand on est beau-parent, mais parce que l'on participe à l'éducation d'un enfant qui n'est pas le sien, eh bien qu'on puisse le faire de manière plus sereine et plus facile. Troisième proposition, et j'en terminerai par là, c'est la médiation familiale. Donc, pour éviter, pour faciliter la résolution des difficultés à l'intérieur du couple et surtout lorsque le couple est séparé. Et puis, quatrième proposition, c'est la prise en compte de la parole de l'enfant dans les procédures le concernant. Donc voilà grosso modo où on en est au stade de la réforme de la filiation, réforme du droit de la famille en général. Alors, peut-on conclure sur un tel sujet, si ce n'est pour dire que les pouvoirs politiques devront certainement continuer à légiférer sur la famille,
en la reconsidérant avec les réalités sociales d'aujourd'hui. Comme je le disais au début de cette conférence, la tâche est difficile et nécessite que l'on dédramatise, si j'ose dire, le sujet pour sortir des polémiques et des malentendus. Alors j'espère que cette conférence y aura modestement contribué. Je vous remercie.